Paris, 15 mars 2024, 9 heures du matin. Le ciel parisien est gris, chargé de nuages lourds qui menacent de déverser leur pluie sur la capitale. Le musée du Louvre ouvre ses portes monumentales à la foule matinale de visiteurs, touristes et groupes scolaires, qui attendent déjà depuis une demi-heure dans la cour pyramidale. Sophie Moreau, enseignante à l'école primaire Victor Hugo depuis 18 ans, guide sa classe de 20 enfants de 6 ans à travers les couloirs majestueux du département des peintures italiennes. Elle connaît ses galeries par cœur. C'est la 4e année consécutive qu'elle emmène ses élèves découvrir les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Les petits bavardent joyeusement. Leur voix aiguë résonne sous les hauts plafonds ornés de dorures et de fresques. Certains pointent du doigt les immenses tableaux accrochés aux murs tendus de velours rouge. D'autres courent presque, impatients de voir la célèbre Joconde qu'ils ont vue 1000 fois en photo. Sophie les rappelle à l'ordre avec douceur mais fermeté. On marche calmement les enfants. On ne court pas dans un musée. N'oubliez pas que vous êtes dans un lieu culturel important. Ils arrivent dans la salle dédiée aux grands maîtres italiens. Les tableaux de Léonard de Vinci occupent tout un mur. La lumière tamisée éclaire les œuvres avec précision, révélant chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur. Sophie s'arrête devant la Vierge au rocher, une huile sur bois transférée sur toile qui représente la Vierge Marie, l'enfant Jésus, Saint Jean-Baptiste enfant et un ange dans un paysage rocheux mystérieux. « Les enfants, approchez-vous, dit-elle en désignant le tableau. Voici l'une des œuvres les plus mystérieuses de Léonard de Vinci. Regardez attentivement les détails. Voyez-vous comme les personnages sont disposés en triangle? C'est une composition très étudiée. » Les enfants observent le tableau avec plus ou moins d'attention. Certains semblent fascinés. D'autres s'ennuient déjà et regardent leurs camarades. Mais Théo Dubois, un garçon aux cheveux châtains clairs et aux grands yeux verts, reste parfaitement immobile, figé, comme immoptisé par le tableau. Sophie continue son explication, sans remarquer immédiatement l'étrangeté du comportement de Théo. Léonard a peint ce tableau entre 1483 et 1486. Il existe 2 versions de cette œuvre. Celle-ci se trouve au Louvre, l'autre à la National Gallery de Londres. Les historiens débattent encore sur « Madame Sophie !» l'interrompt une petite fille. « Théo ne bouge plus !» Sophie se retourne et voit effectivement Théo, debout à 1 mètre du tableau, parfaitement immobile. Ses bras pendent le long de son corps. Ses yeux sont grands ouverts, fixés sur la peinture avec une intensité troublante. « Théo !» appelle doucement Sophie en s'approchant de lui. Aucune réaction. « Théo, mon chéri, ça va ?» L'enfant ne cligne même pas des yeux. Sophie pose sa main sur son épaule. Le corps du garçon est tendu, rigide comme une statue de marbre. Sa peau est glacée, malgré la température confortable de la salle climatisée. Un agent de sécurité remarque la scène et s'approche lentement, alerté par quelque chose d'inhabituel dans la posture de l'enfant. D'autres visiteurs commencent à s'arrêter, formant un petit attroupement. Une femme âgée murmure à son compagnon « Regarde, cet enfant a l'air bizarre. » Puis, quelque chose d'impossible se produit. Théo lève lentement son bras droit. Le mouvement est fluide, mais étrangement mécanique, comme contrôlé par quelque chose d'extérieur. Son index pointe une zone spécifique du tableau, l'endroit précis où l'ange tend son doigt vers le ciel. Et là, sa voix change. Ce n'est plus la voix claire et enfantine d'un garçon de 6 ans. C'est une voix profonde, grave, posée. Une voix d'homme adulte, cultivé, qui articule chaque syllabe avec une précision presque inhumaine. 12 points de lumière cachés dans la composition géométrique. 6 anges dissimulés dans les ombres des rochers. La grotte n'est pas une grotte terrestre. C'est un passage symbolique entre le monde visible et le monde invisible. Les mots sortent de sa bouche avec une clarté cristalline. Sophie sent son sang glacé dans les veines. L'agent de sécurité s'arrête net, la main sur son talkie-walkie. Théo continue, imperturbable, sa voix résonnant étrangement dans la salle maintenant silencieuse. La triangle doré formé par les 3 personnages principaux, proportion mathématique basée sur le nombre phi. Le nombre d'or répété exactement 7 fois dans les distances entre les figures. Léonard savait. Il connaissait les lois sacrées de l'univers. Il a tout caché dans la géométrie pour que seuls les yeux initiés puissent voir. Sa main trace maintenant des lignes invisibles dans l'air, reliant des points imaginaires du tableau avec une précision mathématique stupéfiante. Sophie essaie de le tirer en arrière par l'épaule, mais Théo ne réagit absolument pas. C'est comme s'il était fait de pierre, comme s'il n'était plus vraiment présent dans son propre corps.
Les autres visiteurs sortent leur téléphone. 3, 4, 5 personnes commencent à filmer la scène étrange. Une vidéo qui, dans quelques heures, fera le tour du monde. La température dans la salle semble baisser de plusieurs degrés. Sophie frissonne. Son bras se fait visible dans l'air, comme si elle se trouvait soudainement dans une chambre froide. Les lumières du musée vacillent légèrement, créant des ombres dansantes sur les murs et sur le faciès de Théo. Puis, le garçon tourne lentement la tête vers Sophie. Le mouvement est fluide, mais contre nature, comme une marionnette manipulée par des fils invisibles. Et ce que Sophie voit lui fait lâcher un cri étouffé. Les yeux de Théo sont complètement blancs. Pas de pupilles, pas d'iris, juste le blanc pur et laiteux des globes oculaires, comme s'ils avaient été retournés à l'intérieur de son crâne. La clé est dans la main de l'ange. Le doigt qui pointe vers le ciel révèle la date exacte. Le 15 novembre 2025, 22 heures précises, heure de Paris. Le moment où les cieux s'aligneront, le moment où tout changera, le moment où l'humanité verra enfin ce qui a toujours été caché. Sa voix résonne maintenant avec un écho impossible, comme si plusieurs personnes parlaient simultanément à travers lui. Un écho qui semble provenir des murs eux-mêmes, comme si le bâtiment entier vibrait en résonance avec les paroles du garçon. Sophie hurle « Quelqu'un! Appelez une ambulance, vite !» L'agent de sécurité compose frénétiquement un numéro de son téléphone. Les autres enfants de la classe reculent, effrayés, certains pleurent. Une femme dans le public murmure une prière en italien, faisant le signe de croix de manière répétée. Puis, aussi soudainement que cela a commencé, tout s'arrête. Théo chancelle. Ses jambes se dérobent sous ses pieds. L'agent de sécurité bondit en avant et le rattrape juste avant qu'il heurte le marbre blanc. L'enfant est inconscient, son visage d'une pâleur cadavérique, mais son pouls bat encore, faiblement mais régulièrement. Les visiteurs s'écartent, murmurant entre eux. Certains continuent à filmer, d'autres regardent le tableau, comme s'ils espéraient y voir quelque chose de nouveau, quelque chose qui expliquerait ce qu'ils viennent de voir. 20 secondes s'écoulent, 30, 40. Puis, Théo ouvre les yeux. Ils sont à nouveau verts et clairs, les pupilles sont revenues. Le regard est celui d'un enfant de 6 ans normal, légèrement désorienté et confus. « Madame Sophie ?» murmure-t-il d'une petite voix fatiguée. « Pourquoi je suis par terre? Où sont mes copains ?» Il sourit timidement, un sourire pur et innocent, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Sophie le serre contre lui, des larmes coulant silencieusement sur ses jambes. Elle tremble de tous ses membres. Autour d'eux, le brouhaha des conversations reprend lentement. Ce qu'il vient de dire était techniquement impossible pour un enfant de 6 ans qui n'a jamais étudié l'histoire de l'art, les mathématiques avancées ou les symboles ésotériques de la Renaissance. Mais ce n'était que le début d'une histoire qui allait bouleverser le monde entier. La vidéo de l'incident au Louvre dure exactement 43 secondes. Sophie l'avait filmé d'une main tremblante pendant que Théo parlait devant le tableau, son téléphone oscillant légèrement, capturant non seulement l'image, mais aussi l'atmosphère étrange qui imprégnait la salle. Le soir même, complètement bouleversée et incapable de trouver le sommeil, elle décide de la partager dans un groupe Facebook privé qu'elle avait rejoint 2 ans auparavant. Enseignant face aux phénomènes inexpliqués en classe. Un groupe de 400 membres, principalement des instituteurs et professeurs français qui échangeaient des expériences étranges vécues avec leurs élèves. Elle écrit un message simple et direct. « Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis terrifiée et je ne sais pas quoi faire. » Les premières réponses arrivent dans les 15 minutes qui suivent. Certains membres proposent des explications rationnelles et rassurantes. Crise d'épilepsie partielle, hallucinations collectives alimentées par la fatigue, canulars sophistiqués montés par des parents farceurs. D'autres, plus ouverts aux phénomènes paranormaux, parlent de possession, de réincarnation, de mémoire transgénérationnelle. Mais la vidéo ne reste pas confinée au groupe privé. Un membre la partage sur son compte Twitter personnel. Puis quelqu'un d'autre la reprend, et encore un autre. L'effet boule de neige commence. En 24 heures, elle cumule 80 000 vues. En 48 heures, 250 000. 72 heures après l'incident au Louvre, la vidéo a été vue plus de 600 000 fois. Elle circule sur Twitter, Instagram, TikTok, Reddit. Les gens la commentent, la débattent, la partagent avec des titres sensationnalistes. Enfant possédé parlant langues anciennes au Louvre. Réincarnation de Léonard de Vinci en France? Phénomène paranormal inexpliqué au musée le plus visité du monde? Les chaînes d'information commencent à en parler. Des journalistes contactent Sophie. L'école reçoit des dizaines d'appels.
les parents de Théo sont submergés de sollicitations. Mais parmi ces 600 000 vues, une seule compte véritablement. Lyon, France, 17 mars 2024, 14h27 heure locale. Le docteur Marc Beaumont est assis dans son bureau au 2e étage de l'Institut Renaissance de Lyon, une institution universitaire prestigieuse dédiée à l'étude et à la préservation de l'art et de la culture de la Renaissance européenne. Les murs sont tapissés de reproductions haute résolution de peintures, de dessins techniques, de schémas géométriques complexes. Son bureau massif en noyer disparaît littéralement sous des piles impressionnantes de livres anciens, de relevés photographiques, d'analyses spectrométriques imprimées sur du papier glacé. Marc Beaumont, 58 ans, cheveux poivre et sel tirés en arrière en une petite queue de cheval, lunettes rectangulaires à monture noire, est plongé dans l'étude minutieuse d'un fragment microscopique de pigments prélevé lors de la dernière restauration de la Vierge Joux-Rocher, version de Londres. Il examine les données de spectrométrie de masse avec une concentration totale, lorsque son assistante, Camille, fait irruption dans son bureau sans même frapper. « Professeur Beaumont », s'écrie-t-elle essoufflée, les joues rouges, les yeux écarquillés. « Vous devez voir cette vidéo immédiatement, tout de suite. Je ne sais même pas comment décrire, c'est complètement impossible. » Marc lève les yeux de ses documents, légèrement agacé par l'interruption. Il est un homme méthodique, qui déteste être dérangé pendant ses heures de recherche intensive. « Camille, vous savez que je n'aime pas être interrompu pendant mes analyses. Ça ne peut vraiment pas attendre cet après-midi ?»« Non, professeur, insiste-t-elle en s'approchant rapidement avec son ordinateur portable. « Je vous en prie, regardez. C'est une vidéo prise au Louvre il y a 3 jours. Un enfant de 6 ans qui parle de la Vierge Joux-Rocher, mais ce qu'il dit, professeur, personne ne devrait savoir ces choses, personne. » Intrigué malgré lui, Marc repousse ses documents sur le côté et fait signe à Camille d'approcher. Elle pose l'ordinateur sur son bureau encombré et lance la vidéo. Marc ajuste ses lunettes et se penche vers l'écran. Il voit une salle de musée familière, des visiteurs, le tableau qu'il connaît par cœur, qu'il a étudié pendant des milliers d'heures, et un petit garçon aux cheveux châtains, 6 ou 7 ans maximum, qui pointe le tableau de son doigt. Puis, il entend la voix. Cette voix grave, adulte, cultivée, sortant de la gorge d'un enfant de 6 ans. 12 points de lumière cachés dans la composition géométrique. Le visage de Marc devient complètement pâle. Ses mains crispent sur les accoudoirs en cuir de son fauteuil. La tasse de thé Earl Grey posée sur son bureau glisse de ses doigts soudainement engourdis et se brise sur le bois ancien dans un fracas de porcelaine. Le liquide encore chaud se répand sur le bois, formant une plaque sombre, mais Marc ne l'en remarque même pas. 6 ans, je dissimulais dans les ombres des rochers. C'est impossible, murmure Marc, sa voix inaudible. C'est absolument catégoriquement impossible. Ses lèvres tremblent, son teint habituellement rose et sain devient cireux, presque verdâtre. Camille, inquiète, pose sa main sur son épaule. « Professeur, vous allez bien? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Vous voulez un verre d'eau ?» Marc ne répond pas. Il est pétrifié, les yeux rivés sur l'écran où le garçon continue de parler avec cette voix qui n'est absolument pas la sienne. Quand la vidéo se termine après 43 secondes interminables, Marc reste immobile pendant une longue minute, qui semble durer une éternité. Puis, d'un geste brusque et presque violent, il attrape la souris de l'ordinateur. « Remettez-la, depuis le début, maintenant. » Camille obéit sans poser de questions, troublée par la réaction intense de son mentor, habituellement si calme et rationnel. Marc regarde la vidéo une 2e fois, puis une 3e, une 4e, une 5e, une 6e, une 7e fois. À chaque visionnage, son visage devient plus grave, ses traits se creusent davantage, ses mains tremblent de plus en plus visiblement. Car ce que dit l'enfant dans cette vidéo n'est pas le fruit du hasard, de l'imagination fertile d'un Bambi précoce, ou même d'un bon acteur récitant un texte appris par cœur. Le garçon vient de décrire, avec une précision scientifique stupéfiante, le code des 12 points de lumière, une théorie révolutionnaire que Marc avait développée après 15 ans de recherche obsessive et minutieuse. Une théorie qu'il avait publiée dans un article scientifique il y a exactement 4 mois, en novembre 2023, dans une revue académique ultra spécialisée, Annales internationales d'études Renaissance. Un document consulté par exactement 21 spécialistes dans le monde entier. 21. Pas un plus, pas un moins. Aucun ne vit à Paris. Aucun n'enseigne dans une école primaire. Aucun n'a 6 ans. L'article était rédigé en français académique dense, truffé de termes techniques en italien, en latin et en grec ancien. Aucun exemplaire n'avait été numérisé ou mis en ligne par souci de protection intellectuelle. C'était une publication physique traditionnelle, distribuée uniquement aux membres du cercle très fermé des chercheurs Renaissance de très haut niveau international. Comment, au nom de toutes les lois de la logique et de la raison, un enfant de 6 ans visitant le Louvre avec sa classe peut-il connaître cette théorie complexe? Mais il y a quelque chose de bien pire. Beaucoup, beaucoup pire. L'enfant mentionne explicitement 6 anges dissimulés dans les ombres des rochers dans une section très spécifique du tableau, celle représentant la partie supérieure droite de la grotte mystérieuse.
Cette observation extraordinaire, Marc ne l'avait jamais publiée. Jamais. Nulle part. Elle faisait partie de ses recherches en cours, des découvertes non encore vérifiées, non encore confirmées par ses pairs, non encore prêtes pour la publication scientifique. Il l'avait faite il y a exactement 3 semaines, le 24 février 2024, lors d'une session de scan infrarouge de très haute précision du tableau original conservé au Louvre. Marc avait obtenu une autorisation exceptionnelle du musée pour utiliser une technologie de pointe développée par le laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Un système de scan multispectral révolutionnaire, capable de pénétrer les multiples couches de peinture, révélant les dessins préparatoires invisibles à l'œil nu, les repentirs de l'artiste, les modifications apportées au fil des décennies. Et là, sous les couches de vernis jaunis par les siècles et de restaurations successives parfois maladroites, ils avaient découvert ce détail absolument stupéfiant. Léonard avait intentionnellement dissimulé 6 figures angéliques dans les formations rocheuses, visibles uniquement en infrarouge, disposées selon un pattern géométrique précis lié aux proportions du nombre d'or. Marc avait soigneusement consigné cette découverte capitale dans son carnet de recherche personnel, un cahier en cuir qu'il gardait sous double clé dans le tiroir sécurisé de son bureau. Il n'en avait parlé à absolument personne, pas même à Camille et sa fidèle assistante, voulant d'abord vérifier minutieusement ses calculs, effectuer des analyses complémentaires, consulter d'autres experts avant de publier quoi que ce soit qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'œuvre de Léonard. Seules 4 personnes sur Terre connaissent cette information capitale. Marc lui-même, 2 techniciens du laboratoire du C2RMF qui avaient réalisé les scans mais ne comprenaient absolument pas la signification profonde des données techniques qu'ils avaient produites, et le directeur du département des peintures italiennes du Louvre qui avait autorisé l'étude. Il est littéralement, absolument, catégoriquement, scientifiquement impossible qu'un enfant de 6 ans fréquentant une école primaire parisienne ordinaire connaisse ce détail ultra confidentiel. Et pourtant cet enfant vient de le décrire avec une précision qui donne la chair de poule. Marc se lève brusquement de son fauteuil, manquant de le renverser en arrière. Il se met à faire les 100 pas dans son bureau encombré, les mains tremblantes, la respiration saccadée et irrégulière, le front perlé de sueur malgré la température fraîche du bureau climatisé. « Camille », dit-il d'une voix qu'il essaie de contrôler mais qui tremble malgré lui. « Trouvez-moi immédiatement toutes les informations possibles sur cet enfant. Son nom complet, son adresse, son école, les coordonnées de ses parents. Je veux un numéro de téléphone dans l'heure qui suit. » « Professeur, c'est à Paris et nous n'avons pas vraiment de contact là-bas, je ne suis pas sûr de pouvoir... » « Trouvez-le » hurle soudainement Marc, perdant complètement son calme légendaire pour la première fois depuis que Camille travaille pour lui, soit maintenant 7 ans. Elle sursaute violemment, puis hoche rapidement la tête et quitte le bureau presque en courant, fermant doucement la porte derrière elle. Marc retourne à son ordinateur et examine la vidéo image par image, avec une concentration presque maniaque, notant méticuleusement chaque détail, chaque mot prononcé par l'enfant, chaque geste de sa main, chaque expression de son visage. Il ouvre son carnet de recherche personnelle, compare systématiquement les déclarations du garçon avec ses propres notes manuscrites prises lors des dernières semaines. Correspondance parfaite. Absolue. Terrifiante. 52 minutes exactement plus tard, Camille revient avec une feuille imprimée, légèrement essoufflée. Théo Dubois, 6 ans, élève de PP à l'école primaire Victor Hugo, dans le 15e arrondissement de Paris. Parents Claire Dubois, infirmière à l'hôpital Necker Enfants Malades, et Laurent Dubois, ingénieur informatique chez Capgemini. Voici le numéro de téléphone de l'école et celui des parents que j'ai réussi à obtenir via une connaissance qui travaille dans l'éducation nationale. Marc attrape le papier d'une main tremblante et compose immédiatement le numéro de l'école sur son téléphone mobile. Ses doigts tremblent tellement qu'il se trompe 2 fois avant de réussir à entrer correctement les 10 chiffres. Le téléphone sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois... Marc sent son cœur battre si fort dans sa poitrine qu'il a l'impression qu'il va exploser. Une voix féminine répond en français. « École primaire Victor Hugo, bonjour, Martine à l'appareil. Que puis-je faire pour vous ?» Marc s'exprime rapidement, son accent lyonnais subtil trahissant son agitation. « Bonjour madame, je suis le docteur Marc Beaumont, directeur de recherche à l'Institut Renaissance de Lyon. Je dois absolument parler de toute urgence à l'enseignante Sophie Moreau concernant l'incident extraordinaire qui s'est produit avec l'élève Théo Dubois lors de la visite au Louvre il y a 3 jours. » Un silence surpris et légèrement méfiant à l'autre bout du fil. Un instant, s'il vous plaît, je vais voir si Madame Moreau est disponible. » Musique d'attente importablement joyeuse et inappropriée. Marc fait les 100 pas dans son bureau, incapable de rester immobile, son cerveau fonctionnant à 1000 à l'heure. Enfin, après ce qui semble une éternité, mais n'est réalité que 45 secondes, une autre voix, plus jeune, nerveuse, fatiguée. « Ici Sophie Moreau.
Qui êtes-vous exactement ? Madame Moreau, je suis Marc Beaumont, expert mondial de l'œuvre de Léonard de Vinci, directeur de l'Institut Renaissance de Lyon. J'ai vu la vidéo de Théo Dubois au musée. Ce qu'il a dit, madame, vous devez comprendre que c'est d'une importance capitale absolue. Je dois parler à cet enfant, immédiatement. C'est urgent, d'une manière que vous ne pouvez même pas commencer à imaginer. Sophie hésite. Sa voix trahit la fatigue et le stress des 3 derniers jours. Monsieur, je ne sais pas vraiment qui vous êtes. Comment puis-je être certaine que vous êtes bien celui que vous prétendez être ? Il y a eu beaucoup de gens bizarres qui ont essayé de contacter la famille depuis que la vidéo est devenue virale. Je comprends parfaitement votre prudence et elle vous honore, répond Marc en essayant de parler plus calmement. Cherchez mon nom sur Internet. Marc Beaumont, Institut Renaissance de Lyon. Vous trouverez mes publications académiques, mes conférences internationales, mon CV complet. Je suis professeur associé à l'Université Lyon 2, membre du conseil scientifique du musée du Louvre. Madame Moreau, s'il vous plaît, je prends le premier TGV Paris, demain matin, si possible. Je dois absolument voir Théo. Un autre silence pendant lequel Sophie réfléchit rapidement. Marc entend sa respiration hésitante au téléphone. D'accord, dit-elle finalement après une longue minute de réflexion. Mais je dois d'abord parler aux parents et obtenir leur accord explicite. Et je veux vérifier votre identité en détail avant de vous donner leur adresse ou leur numéro de téléphone. Donnez-moi votre email et votre numéro de téléphone. Bien sûr, absolument, tout ce que vous voulez, s'empresse Marc à répondre. Ils échangent leurs coordonnées complètes. Marc raccroche finalement, le cœur toujours battant à toute vitesse comme un doron de guerre. Il se tourne vers Camille, qui restait dans le bureau, témoin silencieuse de cet échange tendu. Réservez-moi une place dans le premier TGV Lyon-Paris demain matin, peu importe le prix. Prenez la première classe si nécessaire. Et préparez ma mallette de recherche. J'emporte tous les documents confidentiels. Tous. Même ceux du laboratoire, les scans infrarouges non publiés ? Demande Camille, incrédule, sachant que ces documents sont normalement gardés sous haute sécurité. Oui, absolument tout. Je dois comprendre ce qui se passe ici. Cette nuit-là, Marc ne dort pas une seule minute. Il reste éveillé dans son appartement de la Croix-Rousse, repassant la vidéo encore et encore sur son ordinateur portable, analysant chaque pixel, chaque son, chaque détail infinitésimal. Cette voix, cette posture impossible pour un enfant de 6 ans. Ses yeux blancs. L'expression du garçon ne correspond rien de ce que Marc a pu voir en 40 ans de carrière passée à analyser des milliers de peintures, de sculptures, de photographies historiques. L'expression de Théo Dubois est ailleurs. Comme si l'enfant n'était pas vraiment présent dans son propre corps, comme si quelque chose, quelqu'un d'autre parlait à travers lui. Marc n'est pas un homme porté sur les broyances paranormales ou ésotériques. Il est scientifique, rationnel, toutes les adoites au bout des ongles. Toute sa carrière académique prestigieuse est bâtie sur la méthode scientifique rigoureuse, la preuve matérielle, la vérification empirique systématique. Et ce qu'il voit dans cette vidéo défie absolument toute explication rationnelle qu'il peut concevoir. Il zoome sur le visage de l'enfant, image par image, ralentissant la vidéo au maximum. À la 17e seconde exactement, juste après que Théo ait mentionné les 6 anges cachés dans les formations rocheuses, Marc note quelque chose qu'il n'avait pas vu lors des visionnages précédents, malgré son attention maniaque aux détails. Derrière Théo, dans le reflet du verre de protection qui protège le tableau des visiteurs, il y a une ombre. Une ombre qui ne devrait absolument pas être là. Marc agrandit l'image autant que la résolution de la vidéo le permet, compensant tant bien que mal la pixelisation qui apparaît avec le zoom numérique. La forme est distinctement humaine, sans aucun doute possible. Mais elle ne correspond à aucune des personnes présentes dans la salle à ce moment-là. L'agent de sécurité se tient clairement sur la gauche du cadre, Sophie Moreau est visible sur la droite, les autres visiteurs sont plus éloignés, leurs positions ne correspondent pas du tout à cette ombre mystérieuse. Cette ombre est directement derrière Théo, à moins d'1 mètre, comme si quelqu'un se tenait là, invisible aux yeux de tous, mais pourtant présent, terriblement présent. Marc ajuste frénétiquement les paramètres de contraste et de luminosité de l'image sur son logiciel de traitement photo professionnel. L'ombre devient progressivement plus nette, plus définie. Elle a les proportions exactes d'un homme adulte de taille moyenne, environ 1,75 m, mince, presque, émacié, avec quelque chose qui ressemble à une longue robe ou à une cape tombant jusqu'aux chevilles. Et dans sa main droite, l'ombre tient distinctement un objet. Marc zoome encore davantage, ses yeux se plissant derrière ses lunettes pour mieux distinguer les détails flous. L'objet ressemble terriblement à un compas d'architecte. Le genre d'instrument géométrique que les artistes et les ingénieurs de la Renaissance utilisaient quotidiennement pour dessiner des cercles parfaits,
calculer des proportions harmonieuses, concevoir des bâtiments et des tableaux selon les règles mathématiques strictes de la géométrie sacrée. Un compas, exactement, rigoureusement identique à celui que Léonard de Vinci tient dans son célèbre autoportrait à la sanguine conservé à la Bibliothèque royale de Turin. « Mon Dieu !» murmure Marc en français, puis en italien, sa voix tremblante à peine audible dans le silence nocturne de son appartement. « Dio mio ! Leonardo, sei tu ? Leonardo, est-ce toi ?» Le lendemain matin, Marc prend le TGV de 6h42 à la gare de Lyon-Pardieu. Le trajet dure exactement 1h56. Il ne dort pas, ne lit pas, ne regarde pas le paysage qui défile à 300 km/h derrière la vitre. Il reste les yeux fixés sur son ordinateur portable, repassant la vidéo pour la 30e, 40e, 50e fois. À 9h48 précise, le train entre en gare de Paris-Gare de Lyon. Marc descend rapidement, sa mallette en cuir serrée contre lui comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ce qui, d'une certaine manière, est peut-être le cas. Un taxi le conduit au 15e arrondissement. La circulation parisienne matinale est dense, chaotique, bruyante. Marc ne voit rien de tout cela. Son esprit est ailleurs, tournant et retournant les implications de ce qu'il a découvert. L'immeuble des Dubois est un bâtiment haussmannien typique de 6 étages. Façade en pierre de taille, balcon en fer de forget, grande fenêtre donnant sur une rue bordée d'arbres. Marc vérifie l'adresse une dernière fois, respire profondément pour tenter de calmer les battements fous de son cœur et sonne à l'interphone. « Oui ?» Une voix féminine, jeune, fatiguée. « Madame Dubois, je suis Marc Beaumont, le chercheur de Lyon. Nous avons parlé hier au téléphone avec Madame Moreau. »« Ah oui, montez s'il vous plaît. 3e étage, porte à droite. » Le bourdonnement électrique de la porte qui se déverrouille. Marc pousse et entre dans un hall à carrelage ancien en damier noir et blanc, cage d'escalier élégante avec sa rampe en bois ciré. Il monte les marches 2 à 2 malgré son âge, poussé par une impatience qu'il ne peut plus contrôler. Au 3e étage, une porte s'ouvre avant même qu'il ait le temps de frapper. Claire Dubois se tient sur le seuil. 30-34 ans environ, cheveux blonds coupés courts en un carré pratique, jean et pull en laine grise, visage marqué par l'inquiétude et le manque de sommeil. « Docteur Beaumont ? » ?»« Oui, madame. Merci infiniment de m'accueillir. Je sais que vous devez être submergé en ce moment. » Claire hoche la tête et s'efface pour le laisser entrer. Sophie est déjà là, et mon mari Laurent a pris sa journée pour être présent. Nous voulons comprendre ce qui arrive à notre fils. Les médecins ne trouvent rien d'anormal. IRM normal, EEG normal, analyse sanguine normale. Mais mon fils se comporte de manière totalement inexpliquée. Marc pose sa mallette et s'assied dans le fauteuil qu'on lui indique. « Madame et Monsieur Dubois, Sophie, je vais être totalement honnête avec vous. Ce que votre fils a dit au Louvre contient des informations que seul un cercle extrêmement restreint de chercheurs de très haut niveau connaissent. Des informations que j'ai moi-même découvertes il y a quelques semaines et que je n'ai partagées à absolument personne. Il est scientifiquement impossible que Théo puisse les connaître par des moyens conventionnels. » « Qu'est-ce que vous voulez dire par des moyens conventionnels ?» demande Laurent, sa voix trahissant une anxiété croissante. « Je veux dire que il existe peut-être des phénomènes que la science actuelle ne comprend encore pas pleinement. Mémoire génétique, réincarnation, connexion avec ce que certains appellent la conscience collective, je ne sais pas. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que votre fils accède à des connaissances qui lui sont normalement inaccessibles. » Claire se mord la lèvre inférieure, les larmes menaçant de couler. Depuis l'incident, Théo fait des cauchemars terribles. Il se réveille en pleine nuit en criant des chiffres, 12, 15, toujours les mêmes. Il dessine des symboles étranges. Hier, je l'ai trouvé à 3h du matin, debout dans sa chambre, à dessiner sur le mur avec ses crayons. Des formes géométriques complexes, des spirales, des triangles. « Avez-vous conservé ces dessins ?» demande Marc, son pouce s'accélérant. « Je les ai photographiés avant de nettoyer le mur. Regardez. » Claire sort son smartphone et montre plusieurs photos à Marc. Il chausse ses lunettes de lecture et examine l'écran avec une attention croissante, son visage devenant progressivement plus pâle. Ce sont des symboles géométriques complexes, des triangles entrelacés formant des pentagrammes,
des spirales logarithmiques parfaites suivant manifestement la suite de Fibonacci, des proportions qui respectent précisément le nombre d'or. Et dans le centre, une figure qui ressemble de manière troublante au diagramme de l'homme de Vitruve, le célèbre dessin de Léonard représentant les proportions idéales du corps humain inscrit dans un cercle et un carré. « Mon Dieu !» murmure Marc en français, puis en italien, sa voix tremblante à peine audible et dans le silence nocturne de son appartement. « Dio mio !»« Leonardo, sei tu ?»« Leonardo, est-ce toi ?» Le lendemain matin, Marc prend le TGV de 6h42 à la gare de Lyon-Part-Dieu. Le trajet dure exactement 1h56. Il ne dort pas, ne lit pas, ne regarde pas le paysage qui défile à 300 km/h derrière la vitre. Il reste les yeux fixés sur son ordinateur portable, repassant la vidéo pour la 30e, 40e, 50e fois. À 9h48 précise, le train entre en gare de Paris-Gare de Lyon. Marc descend rapidement, sa mallette en cuir serrée contre lui comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ce qui d'une certaine manière est peut-être le cas. Un taxi le conduit au 15e arrondissement. La circulation parisienne matinale est dense, chaotique, bruyante. Marc ne voit rien de tout cela. Son esprit est ailleurs, tournant et retournant les implications de ce qu'il a découvert. L'immeuble des Dubois est un bâtiment haussmannien typique de 6 étages. Façade en pierre de taille, balcon en fer de forget, grande fenêtre donnant sur une rue bordée d'arbres. Marc vérifie l'adresse une dernière fois, respire profondément pour tenter de calmer les battements fous de son cœur et sonne à l'interphone. « Oui ?» Une voix féminine, jeune, fatiguée. « Madame Dubois ? Je suis Marc Beaumont, le chercheur de Lyon. Nous avons parlé hier au téléphone avec Madame Moreau. Ah oui, montez s'il vous plaît, 3e étage, porte à droite. » Le bourdonnement électrique de la porte qui se déverrouille, Marc pousse et entre dans un hall à carrelage ancien en damier noir et blanc, cage d'escalier élégante avec sa rampe en bois ciré. Il monte les marches 2 à 2, poussé par une impatience qu'il ne peut plus contrôler. Au 3e étage, une porte s'ouvre avant même qu'il ait le temps de frapper. Claire Dubois se tient sur le seuil. 30-34 ans environ, cheveux blonds coupés courants, carré pratique, jean et pull en laine grise, visage marqué par l'inquiétude et le manque de sommeil. Docteur Beaumont ? Oui, madame. Merci infiniment de m'accueillir. Je sais que vous devez être submergé en ce moment. Claire hoche la tête et s'efface pour le laisser entrer. Sophie est déjà là, et mon mari Laurent a pris sa journée pour être présent. Nous voulons comprendre ce qui arrive à notre fils. Marc pose sa mallette et s'assied dans le fauteuil qu'on lui indique. Madame et monsieur Dubois, Sophie, je vais être totalement honnête avec vous. Ce que votre fils a dit au Louvre contient des informations que seul un cercle extrêmement restreint de chercheurs de très haut niveau connaissent. Des informations que j'ai moi-même découvertes il y a quelques semaines et que je n'ai partagées à absolument personne. Il est scientifiquement impossible que Théo puisse les connaître par des moyens conventionnels. Qu'est-ce que vous voulez dire par des moyens conventionnels ? Je veux dire que renvers, il existe peut-être des phénomènes que la science actuelle ne comprend encore pas pleinement. Mémoire génétique, réincarnation, connexion avec ce que certains appellent la conscience collective, je ne sais pas. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que votre fils accède à des connaissances qui lui sont normalement inaccessibles. Claire se mord la lèvre inférieure, les larmes menaçant de couler. Depuis l'incident, Théo fait des cauchemars terribles. Il se réveille en pleine nuit en criant des chiffres, 12, 15, toujours les mêmes. Il dessine des symboles étranges. Hier, je l'ai trouvé à 3h du matin debout dans sa chambre à dessiner sur le mur avec ses crayons. Des formes géométriques complexes, des spirales, des triangles. Il me le montre. L'homme avec la longue barbe grise. Il vient me chercher pendant que je dors. Mes parents pensent que je dors dans mon lit, mais en réalité, je suis très loin. Il me prend par la main et nous voyageons. Nous voyageons loin, très loin, dans le temps et dans l'espace. Il m'emmène dans son atelier qui sent l'huile de lin et les pigments minéraux écrasés. Les murs sont en pierre froide et humide. Il y a une grande table de travail en bois couverte de plans architecturaux, de compas, de règles, d'équerres. Et il me montre. Il me montre patiemment les chiffres secrets, les proportions cachées dans ses peintures, les messages mathématiques qu'il a soigneusement dissimulés dans chaque tableau pour que seuls certains yeux puissent les voir. Les yeux de ceux qui savent regarder au-delà de la simple surface visible.
Marc sent littéralement son cœur battre si violemment dans sa poitrine qu'il a peur qu'il explose. Il pose une autre question, sa voix maintenant réduite à un murmure tremblant. Que te montre-t-il d'autre, Théo? Quels autres secrets? Sans prononcer un seul mot de réponse, le garçon se lève soudainement et marche d'un pas assuré vers sa chambre. Claire fait instinctivement un geste pour le suivre et le retenir, mais Marc lève à nouveau la main. « S'il vous plaît, Madame Dubois, laissez-le faire, je vous en prie. » Quelques secondes interminables s'écoulent dans un silence tendu. Puis Théo revient, tenant dans ses petites mains un cahier d'école ordinaire avec une couverture plastifiée brillante représentant des personnages de dessins animés populaires. Il l'ouvre directement à une page spécifique, comme s'il savait exactement où chercher, et le tend sans un mot à Marc. Le chercheur lyonnais prend le cahier de ses mains qui tremblent maintenant violemment d'âme. Et ce qu'il voit le pétrifie littéralement sur place pendant plusieurs longues secondes. C'est un dessin réalisé avec des crayons de couleur tout à fait ordinaires, qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie. Les traits sont manifestement ceux d'un enfant de 6 ans, légèrement maladroits par endroits. Les couleurs débordent parfois légèrement des contours tracés au crayon noir. Mais la structure sous-jacente, les proportions mathématiques, la composition géométrique, c'est absolument, rigoureusement parfait. Marc reconnaît immédiatement ce que représente ce dessin. C'est le plan architectural complet et détaillé de la chapelle privée du château du Clos Lucé à Amboise. Le lieu exact où Léonard de Vinci a passé les 3 dernières années de sa vie et où il est mort paisiblement le 2 mai 1519. Le dessin contient des mesures précises, annotées en petits chiffres enfantins, des angles calculés au degré près, des proportions qui respectent scrupuleusement le nombre d'or, la position exacte des fenêtres à meneaux, la hauteur précise du plafond voûté, l'emplacement millimétré des portes. Même les fissures spécifiques dans le mur nord sont représentées avec une exactitude déconcertante. Ce sont des détails architecturaux que seul quelqu'un qui a physiquement été dans cette chapelle, qui l'a mesurée méticuleusement, étudiée pendant des heures avec des instruments de précision, pourrait éventuellement connaître. Alessandro lui-même, malgré ses dizaines de visites au Clos Lucé au fil des décennies, aurait besoin de consulter ses notes détaillées et ses photographies pour retrouver ce niveau de précision. Sa voix est à peine audible, réduite à un souffle rauque quand il parvient enfin à formuler la question qui lui brûle les lèvres. « Théo, es-tu déjà allé au château du Clos Lucé à Amboise? As-tu déjà visité cette chapelle ?» Le garçon secoue lentement de gauche à droite, ses yeux toujours fixés sur quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne peut voir. « Non, monsieur, je n'ai jamais quitté Paris et ses environs. Je ne suis jamais allé dans la vallée de la Loire. Mais lui, il m'y emmène chaque nuit dans mes rêves, qui ne sont pas vraiment des rêves. Il me montre absolument tout. Les murs épais en pierre de tuffeau, les grandes fenêtres qui donnent sur les jardins du château où poussent des roses anciennes, les vignes qui grimpent contre les pierres chaudes, l'endroit exact, précis où il a fermé les yeux pour la dernière fois. Marc sent que la réalité elle-même vacille dangereusement autour de lui, comme si les lois fondamentales de la physique et de la logique venaient d'être suspendues. Léonard de Vinci est mort le 2 mai 1519, au Clos Lucé. Ce fait historique parfaitement établi se trouve d'ailleurs dans les archives officielles, dans les registres paroissiaux de l'époque, dans les correspondances diplomatiques de l'époque, dans les mémoires de contemporains, mais certainement pas dans des livres illustrés pour enfants de 6 ans. Claire pleure maintenant ouvertement, silencieusement, les larmes coulant en rivière sur ses joues pâles. Laurent est debout près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules secouées par une respiration saccadée. Sophie reste assise, pétrifiée, la main sur la bouche. « Mon fils est malade, n'est-ce pas ?» demande Claire d'une voix étranglée. « Il a une tumeur ou brâne ou une anomalie congénitale ou une forme rare d'épilepsie. Il doit faire des examens plus approfondis, un scanner, une IRM plus précise. » Marc se tourne vers elle et pour la première fois depuis qu'il est entré dans cet appartement, il sourit. Un sourire doux, rassurant, presque paternel. « Madame Dubois, dit-il avec toute la conviction dont il est capable, je peux vous assurer avec une certitude absolue que votre fils n'est pas du tout malade. Son cerveau fonctionne parfaitement, peut-être même mieux que la normale, beaucoup mieux. Alors qu'est-il? Pourquoi parle-t-il comme ça? Pourquoi connaît-il ces choses impossibles? » Marc prend une profonde inspiration avant de répondre, sachant que ces mots vont sembler complètement fous, mais n'ayant aucune autre explication plausible à offrir. « Votre enfant, madame, est ce que nous appelons dans certains cercles académiques très restreints un récepteur, un canal. Certaines personnes extrêmement rares possèdent une capacité neurologique que nous ne comprenons pas encore très bien avec nos connaissances scientifiques actuelles. La capacité à accéder à des informations, à des connaissances qui ne devraient pas ordinairement être accessibles par les moyens conventionnels d'apprentissage. Certains chercheurs appellent cela la mémoire génétique transgénérationnelle. D'autres évoquent la théorie de la réincarnation.
D'autres encore parlent d'une connexion inexpliquée avec ce qu'on pourrait appeler la conscience collective de l'humanité, une sorte de bibliothèque universelle d'informations. Il fait une pause délibérée, regardant successivement Claire, Laurent et Sophie dans les yeux. Ce que je sais d'une certitude scientifique absolue, continue-t-il lentement, c'est que votre enfant accède à des connaissances réelles, vérifiables, exactes, que je peux personnellement confirmer grâce à mes propres recherches. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la fantaisie enfantine, c'est réel. Et c'est important, très important. Théo lève soudainement les yeux de la photographie qu'il continuait d'observer avec fascination. Il regarde Marc directement, et ses yeux verts étaient de nouveau normaux, enfantins, innocents. « Monsieur, vous avez des papiers très importants dans votre grande valise marron. Des papiers anciens avec des dessins et des écritures bizarres. Lui veut que vous me les montriez. Il dit que c'est très important qu'on les regarde ensemble. » Le silence qui suit cette déclaration est si profond, si absolu, qu'on entendrait littéralement tomber une plume au sol. Marc Beaumont passe les 7 jours suivants à Paris. Il annule toutes ses obligations professionnelles à Lyon, reportant 2 conférences importantes et déléguant la supervision de 3 thèses de doctorat à ses collègues. Rien n'a plus d'importance maintenant que Théo Dubois. Avec l'autorisation prudente mais de plus en plus convaincue de Claire et Laurent, il effectue une série de tests exhaustifs et méthodiquement documentés avec le garçon. Chaque session révèle quelque chose de plus impossible, de plus stupéfiant que la précédente. Le 3e jour, Marc prépare un test spécial qu'il a conçu dans une nuit blanche. Sur son ordinateur portable ultra performant, il a créé un puzzle numérique complexe. Il a divisé une image en haute résolution de la Vierge Rocher en 200 fragments géométriques de tailles différentes, qu'il a ensuite disposés de manière complètement aléatoire grâce à un algorithme informatique sur l'écran tactile. « Théo, » dit-il en posant l'ordinateur devant l'enfant assis sagement à la table de la cuisine. « Peux-tu essayer de remettre ces morceaux à leur place correcte ? Prends tout le temps que tu as besoin. Ce n'est absolument pas facile, même pour des adultes habitués à ce genre d'exercice de reconstruction visuelle. » Claire apporte gentiment du jus d'orange frais et des biscuits au chocolat maison pour Théo. Sophie, qui continue de venir chaque jour par fascination et inquiétude professionnelle, prend méticuleusement des notes dans un carnet. Laurent observe depuis le salon, encore profondément sceptique malgré tout ce qu'il a vu. Marc active discrètement le chronomètre de son téléphone. Théo regarde l'écran pendant exactement 3 secondes. Puis ses petites mains commencent à mouvoir. Clic, glisser, déposer, clic, glisser, déposer, clic, glisser, déposer. Ses doigts volent littéralement sur le pavé tactile avec une vitesse et une précision absolument stupéfiantes qui dépassent l'entendement. Il ne semble pas réfléchir du tout. Il ne teste pas différentes positions possibles. Il ne fait pas d'essai-erreur. Il sait exactement, immédiatement, précisément où va chaque pièce du puzzle.